Bienvenue pour notre nouveau numéro des Jeudis du CNEAP, notre cycle de webinaires que nous retrouvons toutes les semaines pour aborder les thématiques cœur de métier de nos établissements. Aujourd'hui, nous allons voir avec notre intervenante Emmanuelle Brossier de l'IFEAP les différents dispositifs qui permettent de valoriser nos compétences à la fois personnelles et professionnelles, mais également celles de nos collaborateurs et collaboratrices. Derrière les acronymes VAE, RAEP ou encore VAPP, nous trouvons des dispositifs intéressants qui peuvent constituer des leviers de progression intéressants au sein de nos carrières. Encore faut-il savoir quand les activer, comment ils fonctionnent et surtout à qui ils s'adressent. C'est donc pour y voir plus clair que nous accueillons Emmanuelle, que j'invite à me rejoindre en activant sa caméra. Nous allons détailler avec elle la carte d'identité de chaque dispositif. Tout au long de cette présentation, ne l'oubliez pas, vous pouvez interagir avec nous via le chat en posant vos questions ou en nous faisant part de vos commentaires. Nous prendrons un temps à l'issue de la présentation d'Emmanuelle pour revenir sur ces commentaires le cas échéant. Donc, bonsoir à tous. Effectivement, comme le disait Aude, je m'appelle Emmanuelle Brossier, je suis formatrice à l'IFEAP et particulièrement pour les enseignants sur la préparation au concours et la formation post-concours. Et ce soir, effectivement, l'idée est de développer de l'information autour des dispositifs de valorisation des compétences. Comment s'y retrouver. Alors, pour chaque dispositif et pour chaque acronyme, effectivement, je vais suivre une présentation assez simple, mais effectivement, que nous dit le cadre réglementaire? Ça veut dire la définition de chaque dispositif, à qui ça s'adresse, effectivement, pour qui c'est fait, en quoi ça consiste concrètement, et puis pour viser quoi exactement, et à qui s'adresser pour faire la demande de la valorisation, si c'est une VAP, une VAE ou une RAEP. Alors, on va démarrer d'abord par la validation des acquis professionnels et personnels, ce qu'on appelle la VAP. Ça, c'est un élément important puisqu'elle est souvent méconnue, la VAP, et pour autant, elle existe depuis 1985. Donc, effectivement, la VAP, en quoi ça consiste? C'est une procédure de dérogation puisqu'elle permet à tout un chacun d'accéder directement à une formation universitaire sans avoir le diplôme requis. Donc ça, c'est très important. Évidemment, l'idée, là, c'est de faire valider son expérience, qu'elle soit professionnelle ou extra-professionnelle, qu'elle soit salariée, non salariée, et évidemment toutes les formations suivies au cours de son parcours professionnel et tous les acquis en dehors de tout système de formation, puisqu'on est bien aussi sur les acquis extra-professionnels. Alors, je vais démarrer avec un exemple, tout simplement, pour cette VAP, pour l'illustrer. On va prendre la situation de Marius. Marius, voilà, il a 35 ans. Il est éducateur de vie scolaire depuis 10 ans. Et Marius a eu un parcours de 5 années, court parcours comme community manager. Effectivement, il a une formation initiale avec un BTS en communication. Et son projet, c'est de faire un pas de côté et il souhaite devenir professeur documentaliste. Et donc, lui souhaite faire un master MEF. Oui, mais il traverse un obstacle quand même de taille puisqu'il n'a pas de licence. Donc, l'idée, c'est de regarder ensemble, effectivement, est-ce que le dispositif VAP peut fonctionner pour lui? Alors, pour que Marius puisse faire aboutir son projet, il doit justifier d'une expérience significative en lien direct avec le diplôme visé. C'est une première condition. Il doit avoir interrompu ses études depuis 2 ans au moins. Et il doit être âgé de 20 ans à la date d'entrée en formation. Alors, il y a juste une exception que j'ai nommée. C'est pas courant, mais ça peut arriver. Les sportifs de haut niveau ne sont pas inclus dans ces différentes conditions. Donc, on voit que dans l'exemple de Marius, il remplit tout à fait les conditions puisque son expérience en tant qu'éducateur de vie scolaire est tout à fait en lien direct au vu de ses activités de travail avec
avec le diplôme visé, hein, et il a interrompu ses études évidemment depuis plus de 2 ans, puisqu'il a 35 ans, ça fait 15 ans qu'il a arrêté l'école, et il a plus de 20 ans. Alors, le dossier VAP, parce que en quoi ça consiste la VAP? Ça consiste effectivement à constituer un dossier qui est quand même important, qui va correspondre à peu près à trois rubriques. Une première rubrique importante puisque c'est l'objet des motivations et du parcours en lien avec la demande. Donc là, Marius, il va devoir faire une lettre argumentant la demande, c'est quoi son projet, en quoi son parcours justifie et est bien en lien avec le Master MEF. Donc, il va devoir faire état aussi, et souvent c'est des tableaux hein, qui sont dans les dossiers, il va devoir faire état de ses expériences professionnelles et de ses expériences extra-professionnelles. Alors effectivement, si Marius a cette expérience intéressante, on peut imaginer par exemple, je pense à ça parce que j'ai un exemple vraiment en tête, quelqu'un qui a un mandat électoral par exemple et qui gère le conseil des jeunes au niveau de la commune, donc il emmène les jeunes dans une démarche citoyenne, et bien vous voyez que là c'est un mandat électoral tout à fait intéressant pour montrer en quoi les différentes activités viennent argumenter la demande d'entrer dans un Master MEF. Alors évidemment, la deuxième rubrique, ça va être les formations. Donc, quelles sont les différentes formations diplômantes et quels sont les différents stages qui sont associés à une formation diplômante. Donc ça, c'est intéressant puisque dans la situation de Marius, il pourra aussi valoriser les stages, y compris les stages réalisés en BTS, parce qu'il y a inévitablement du lien à faire avec le Master MEF et évidemment le diplôme visé et l'activité de travail visée. Et puis également les formations non diplômantes qu'il a pu réaliser, des colloques, des séminaires. Donc, en 10 ans d'expérience d'éducateur de vie scolaire, on imagine que Marius a pu faire différentes formations sur la psychologie de l'adolescent, sur le lien avec les enseignants, sur les élèves à besoins éducatifs particuliers pour améliorer le soutien scolaire, etc., etc. Et tout ça, bien sûr, il va le valoriser dans ce dossier. Et la troisième rubrique, c'est une demande de dispense de matière de la formation ou d'unité d'enseignement de la formation. Alors, par contre, on voit que dans la situation de Marius, il ne va pas pouvoir faire des demandes de dispense. Hein. Une dispense, c'est avoir l'opportunité, au vu de son diplôme antérieur, de ne pas réaliser une partie des évaluations. Là, dans le cas de Marius, au vu de son parcours, ça va être compliqué. Mais en tout cas, la rubrique 1 et 2, il a matière à argumenter un dossier de validation des acquis professionnels et personnels. Alors, ce qu'il va devoir faire également, c'est qu'il va devoir évidemment justifier de toute cette expérience, hein, parce que sinon ce serait un peu facile de remplir un tableau en racontant un petit peu ce qu'on veut. Là, il s'agit pour tout élément nommé dans le tableau de justifier. Donc, les certificats de travail, les contrats de travail, les attestations de formation, les copies des diplômes, mandat électoral, par exemple, ça veut dire qu'il faut avoir une attestation pour justifier de la véracité de cette expérience-là. Et évidemment, j'ai mis sous forme d'humour un chèque. Effectivement, alors pourquoi un chèque? Un chèque, c'est payant, la validation des acquis personnels et professionnels. Ça dépend effectivement je dirais des universités ou des organismes de formation, mais il y a un traitement administratif, il y a un traitement par un jury qui va décider de la validation de la VAP ou pas, donc c'est important pour eux d'avoir un paiement en conséquence. Alors en fait, la VAP, c'est pour viser quoi? Eh bien, du côté du bénéficiaire, il faut savoir que c'est un accès facilité à la reprise d'études. C'est-à-dire que là, dans le cas de Marius, il a un BTS, il a un bac+2, il veut obtenir un bac+5.
il n'a pas de licence, ça veut dire qu'effectivement, il n'est pas obligé de faire une licence, c'est-à-dire d'aller en formation pendant une année. Il va directement en master. Ça veut dire que ça facilite sa reprise d'études et donc un accès au diplôme et au titre. C'est aussi un moyen d'identifier et de valoriser voilà, toutes ces compétences acquises par l'expérience professionnelle, mais également bénévoles. Et c'est souvent ça qui est moins connu, c'est que des activités bénévoles sont tout à fait à valoriser dans ce dossier VAP pour argumenter le lien et la cohérence du parcours et l'acquisition aussi de compétences dans du bénévolat. Évidemment, c'est un gain de temps, hein, comme je le disais, il n'y a pas besoin de faire la licence. L'objectif, c'est d'aller directement en master, par exemple. Dans le cas de Marius, hein, parce que ça peut être d'autres situations où je vais directement faire un bac+2 sans passer par le bac, hein, ça peut être ça aussi comme situation. Et donc, c'est un gain de temps d'investissement et bien sûr financier, pour le coup. Et donc, une aide quand même sérieuse pour évoluer dans son emploi ou envisager une reconversion. Effectivement, ça c'est du côté bénéficiaire. Côté employeur ou RH, eh bien, c'est une reconnaissance et une valorisation des savoirs acquis par le travail. Ça, c'est très important. C'est aussi, voilà, en termes de gestion des ressources humaines, eh bien, la possibilité de valoriser les compétences acquises aussi en situation de travail. Donc, une réduction sur le temps et le coût de la formation, bien sûr, notamment sur la gestion du plan de développement des compétences. Et puis en lien avec ça, un développement des compétences voilà, des agents ou des salariés en lien avec ce plan de développement des compétences. Alors, à qui s'adresser? Eh bien, la VAP, tout simplement, tout dépend de la formation visée, puisque vous vous adressez à l'établissement de l'enseignement supérieur que vous sollicitez pour la reprise d'études. La VAP, c'est vraiment fait pour une reprise d'études et une facilité à sauter, une fois qu'on est adulte, des niveaux d'études qui n'ont pas été acquis. Donc là, c'est directement l'enseignement supérieur. Donc, dans le cas de Marius, par exemple, il veut faire un master MEF, il va s'adresser à l'organisme de formation, à l'université la plus proche de chez lui, pour constituer un dossier VAP. Et étudier la faisabilité de l'acceptation de son dossier. Voilà pour la VAP. En ce qui concerne maintenant la validation des acquis d'expérience, donc autre acronyme, eh bien, en termes de cadre réglementaire, on est sur la loi de 2002 de modernisation sociale et la VAE, donc plus connue que la VAP, c'est une démarche différente puisque c'est une reconnaissance officielle de l'expérience professionnelle sous statut salarié ou non salarié, associative, bénévole. On est sur la même dimension, c'est-à-dire qu'on peut avoir une reconnaissance des activités professionnelles, extra-professionnelles, une démarche tout à fait volontaire, et là, dans l'objectif d'obtenir un diplôme ou un certificat, un titre, sous condition. Il y a une condition, c'est que ce diplôme, ce titre, soit bien enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, donc ce qu'on appelle le RNCP. Donc, vous voyez, la VAP, c'est pour rentrer dans une formation. La VAE, c'est pour obtenir un diplôme directement sans passer par la case formation. Alors, même chose, j'ai mis un exemple, Christelle, 45 ans. Alors, elle est déjà professeure, elle est professeure de biologie et écologie, donc depuis 3 ans. Donc, avant, on va dire qu'elle était chargée de mission au CPIE de son territoire, donc un organisme qui gère toute la dimension écologique d'un territoire avec des animations spécifiques pour les habitants et des études. Et donc là, sa formation, elle initiale, elle avait une licence professionnelle en agronomie production végétale. Et puis son souhait, c'est de faire fructifier effectivement ces 3 années d'expérience en biologie et écologie pour obtenir un master MEF. Alors, elle se dit que finalement, plutôt que de retourner à l'université pour faire une année de formation en master MEF, elle souhaite faire reconnaître
son expérience et donc l'obtenir par le biais d'une VAE. Alors, on va regarder la situation, effectivement, et les critères. Pour qui ça s'adresse? Effectivement, les agents de droit public, fonctionnaires assimilés, titulaires ou non, les salariés de droit privé, que vous soyez en CDD, CDI ou intérimaire, les non-salariés, les demandeurs d'emploi, etc., et y compris des bénévoles. Donc ça, c'est important. Une activité de bénévolat, à partir du moment où elle est en lien direct avec le diplôme qui est visé, peut tout à fait être valable. La condition, effectivement, c'est d'avoir 1 an d'expérience en continu ou non. Ça équivaut à 1607 heures. Et évidemment, il faut que cette expérience, bénévole ou non bénévole, soit en rapport direct avec la certification visée. Mais sinon, il n'y a pas de condition d'âge, ni de nationalité, ni de statut, voilà, ni de niveau de formation. Donc ça, c'est intéressant. Alors, en quoi ça consiste? Donc, il y a 2 étapes pour la VAE. Donc, dans la situation de Christelle, elle va demander un premier document, alors qui était appelé livret 1. On le nomme plutôt aujourd'hui dossier de recevabilité. Donc, je vous ai mis le numéro du CERFA. Donc, vous pouvez l'obtenir sur le site internet. Et le but de ce dossier de recevabilité, c'est qu'on puisse vous dire si votre dossier, effectivement, il est recevable ou pas. Alors, à partir de quoi? C'est tout simplement dans ce dossier, vous allez mentionner toute votre expérience, toute l'activité professionnelle, salariée ou non, le bénévolat, le volontariat, etc., vos responsabilités syndicales, si vous en avez eu, les mandats électoraux, etc., etc. Bien sûr, en rapport avec la certification visée. Alors, la certification, c'est bien le diplôme, le titre que vous visez. Et donc, il va y avoir un premier accord ou des accords qui va vous dire oui, votre parcours correspond au diplôme que vous visez ou non, ça ne correspond pas. Alors, par exemple, si on reprend la situation de Christelle, on voit bien que c'est tout à fait en rapport avec la certification visée, puisque ça fait 3 années, elle rentre dans les critères, qu'elle exerce le métier de professeur, et peut tout à fait demander un master MEF en VAE. Son dossier est forcément recevable. La deuxième étape, une fois qu'on a fait ça, c'est un travail, du coup, là, conséquent, puisque l'idée, ça va être de construire le livret 2 qui sera soumis à un jury, et donc le jury qui statuera sur la validation du dossier, et ça veut dire obtention ou pas du diplôme. L'obtention peut être totale, mais elle peut être partielle ou elle peut être nulle, évidemment. Et là, il ne s'agit plus de faire que mentionner l'expérience, puisque le dossier, ça demande un travail conséquent, puisque là, il s'agit d'expliciter et de valoriser votre expérience. Donc, dans ce dossier, il va falloir présenter les différentes expériences en lien avec la certification, avec toutes les expériences que j'ai nommées antérieurement. Il va falloir décrire les contextes de travail. Donc, par exemple, pour Christelle, il va falloir qu'elle resitue sa première longue expérience en tant que chargée de mission, puis ensuite, évidemment, faire un focus fort sur ses activités de travail en tant que prof, en tant qu'enseignante en biologie-écologie. Et effectivement, il va falloir, je l'ai mis en gras, faire une analyse détaillée des activités et des tâches réalisées pour faire du lien fort avec les attendus de la certification en lien avec le Master MEF pour ce qui concerne notre exemple. Et puis là aussi, l'idée c'est de ne rien inventer, ça ce n'est pas possible puisqu'il va falloir apporter des preuves tangibles en annexe qui vont venir étayer la description des activités. Alors, ça sert à quoi une VAE? Eh bien, l'idée, c'est de répondre à un souhait de changement de statut, de poste ou de rémunération. Dans le cas de Christelle, c'est vraiment de valoriser son expérience et puis, du coup, effectivement, d'accéder à un niveau 7
sans passer par un diplôme, un concours, etc. Et l'idée, c'est finalement de répondre à un besoin de reconnaissance personnelle. Et puis, pourquoi pas, là, c'est pas le cas de Christelle, hein, mais ça permet éventuellement de se repositionner sur le marché de l'emploi. Ça, c'est important. Ça peut aussi permettre d'entrer dans une formation pour laquelle un niveau attesté est exigé. Alors là, ce n'est pas le cas de Christelle, mais on pourrait imaginer que ce soit le cas de Marius, que j'ai évoqué pour la VAP. On pourrait imaginer que Marius, lui, fasse une licence en VAE, par exemple, pour ensuite aller dans un master en formation directe. Et donc avoir le niveau requis. Vous voyez, il y a plusieurs possibilités et on peut jouer sur les différents dispositifs en fonction de sa situation personnelle. Alors, côté employeur RH, eh bien, l'idée, c'est de valoriser, encore une fois, les compétences d'un salarié dans et par le travail, puisque le travail produit des compétences. Donc, la VAE, en ce sens-là, elle est très intéressante. Et de faciliter l'accès à une certification, puisque ça permet de se réaliser à partir d'un dossier sans aller effectivement toute une année en formation, par exemple. Et puis, effectivement, côté RH, ça permet d'accompagner les parcours, des pas de côté, des reconversions aussi en interne, et puis de répartir les coûts de formation dans son plan de développement des compétences. Alors, je suis allée un petit peu trop vite. À qui s'adresser? Eh bien, effectivement, la demande doit être réalisée à l'organisme qui délivre la certification. Donc, même chose, là, dans le cas de Christelle, elle devra contacter l'université avec laquelle elle souhaitera, auprès de laquelle elle souhaite faire la VAE. Je vous ai mis quelques sites sur Chlorophylle en ce qui concerne les diplômes de l'enseignement agricole. Eh bien, il y a toute une page sur la VAE avec les diplômes qui correspondent à une démarche de VAE. À l'IFEAP, on fait aussi quelques diplômes en VAE. Donc, j'ai 2 collègues personnes ressources qui peuvent apporter les renseignements concernant la VAE de ces diplômes-là. Il y a un portail très intéressant, vae.gouv.fr, qui rassemble effectivement l'ensemble des informations à l'échelle nationale, donc là vraiment pour tout le monde, hein, pas que pour l'agricole. Et puis le centre info, vae.centre-info, où là aussi vous aurez des éléments et des liens pour savoir à qui vous pouvez vous adresser pour ça. Pour la VAE, il y a un accompagnement de 24 heures, donc possible, qui est finançable. Donc là aussi, pour l'obtenir, il faut contacter l'établissement certificateur qui pourra vous développer l'information. Alors, la reconnaissance des acquis professionnels, donc la RAEP, dispositif différent puisque là, il ne s'agit pas d'une reprise d'études ni d'un diplôme. Et ça, c'est bien encadré par la loi de 2007 relative à la modernisation de la fonction publique. C'est la possibilité pour des candidats de valoriser leur expérience professionnelle acquise dans l'exercice de leurs fonctions en vue d'intégrer ou d'évoluer dans la fonction publique. Donc, vous voyez bien, autant VAP, VAE, on était sur le champ droit privé, droit public. Là, on est bien sur la notion de concours. Je vais rentrer dans les détails. L'idée là, le dossier RAEP, ça met fin à des critères académiques traditionnels antérieurs et ça permet de s'appuyer sur le parcours professionnel pour accéder à une catégorie ou à un concours de la fonction publique. Alors évidemment, moi là, je vais zoomer plutôt pour les enseignants, parce que c'est plutôt les enseignants qui sont concernés dans nos établissements CNEAP. Je vais repartir également à partir d'un exemple. Maxime, 34 ans, il est enseignant en agroéquipement depuis 8 ans. Voilà, il a eu sa clause suspensive de levée. Il a une formation initiale, licence pro, maintenance des systèmes pluritechniques. Voilà, c'est très, très technique.
Et effectivement, il a un projet, c'est d'améliorer ses compétences didactiques et pédagogiques. Il veut accéder à la 4e catégorie, puisque là, Maxime est en 3e catégorie. Lui, il veut accéder à la 4e catégorie. Il a envie d'avoir d'autres missions, il veut progresser, et il s'interroge effectivement concernant le dossier RAEP, il veut s'inscrire au concours pour 2024. Alors, concernant la RAEP, effectivement, à qui elle s'adresse, et là on va voir que Maxime rentre dans cette situation, elle s'adresse à certains corps de personnel d'enseignants du second degré et d'éducation, notamment pour les 2e et 4e catégories de l'enseignement agricole privé. Donc là, il y a eu un premier arrêté, puis un deuxième, là, en 2011 et 2013, qui encadre ça. Alors, il faut remplir des conditions, 3 années de service d'enseignement. Alors, il y a un petit peu de détails, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, au moins un demi-service en qualité de contractuel. Et en tout cas, il faut avoir eu sa clause levée. C'est ce qui... on voit bien que Maxime rentre tout à fait dans cette catégorie-là. Et il faut remplir certaines conditions de diplôme et de qualification. Alors, ça correspond à quoi, ces conditions de diplôme ? Eh bien, alors là, je vous ai mis plein d'informations, mais vous pourrez les relire. C'est tout simplement les textes. Hein. Quand on vise une 2e catégorie, eh bien, il faut avoir au moins une licence pour pouvoir passer le concours, ou alors avoir 5 années d'expérience en qualité de cadre défini par la convention collective, donc de l'emploi antérieur. C'est l'un ou l'autre. Là, dans le cas de Maxime, lui, il veut accéder à la 4e catégorie. Et donc, pour accéder à la 4e catégorie, il faut justifier d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un BTS, BTSA, etc., etc. Donc, c'est le cas de Maxime dans sa situation. Mais si ça n'avait pas été le cas, on peut aussi imaginer que, voilà, un enseignant, il a eu un parcours lié à un brevet professionnel plutôt, etc. Mais il faut donc qu'il justifie de ce diplôme-là, niveau 4, niveau bac, ou 3, et de 4 années de service public dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme. Ou alors, encore, c'est la 3e condition, il faut avoir eu une qualité de cadre, effectivement, comme je l'ai expliqué précédemment, qualité de cadre dans le sens de la convention collective dont la personne relevait auparavant, et il faut justifier de 5 années d'expérience dans cette fonction. Alors, en quoi ça consiste? Donc, à nouveau, là, on retrouve la notion de dossier, un dossier de 8 à 9 pages dans lequel on va retrouver des renseignements administratifs. Il va falloir mettre un CV assez détaillé. Il va falloir décrire les activités antérieures. Donc, là aussi, il y a des tableaux, les formations initiales, les autres. Resituer sa motivation et les compétences pour le poste visé, pour ce changement de catégorie. Et bien sûr, ce qui va être important et le cœur du dossier, c'est les acquis de l'expérience et de la motivation. Donc, il y a vraiment des détails à apporter sur l'activité enseignante en termes de situation d'apprentissage et une déclaration sur l'honneur sur les éléments qui sont transmis. Vous voyez bien que sur les autres dispositifs, on était sur des éléments de preuve. Là, on est sur une déclaration sur l'honneur. Donc, effectivement, pour viser quoi? Pour viser une solide formation post-concours, puisqu'une fois que le dossier RAEP est effectué, il y a un passage à l'admission à l'oral. Et puis, une fois que vous avez réussi l'oral, eh bien, vous êtes admis effectivement au concours et vous avez une formation dans l'année suivante qui quand même est très engageante en termes de montée en compétences. Ça vous amène à obtenir un certificat de qualification pédagogique et donc c'est ça qui vous permet un changement de catégorie, donc passer de la 3e à la 4e pour l'exemple de Maxime ou à la 2e, et donc un changement statutaire avec une amélioration de votre grille salariale. Alors, à qui s'adresser? Alors, effectivement, il y a le site du ministère de l'Agriculture. Évidemment, à l'IFEAP, on prépare, et je suis en charge de ça, on fait de la formation pour le dossier RAEP, mais aussi de l'information autour de ça. Donc, l'IFEAP est aussi
un lieu ressource pour le concours. Alors, en synthèse, qu'est-ce qu'il faut retenir de ces trois dispositifs, voilà. La VAP, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une entrée en formation, c'est la possibilité d'entrer en formation sans avoir le diplôme requis, ça c'est important. La VAE, c'est au contraire être finalement dispensé de la formation, mais obtenir une qualification grâce à son expérience professionnelle et personnelle, bien sûr. Et la RAEP, on est bien sur la notion de concours de la fonction publique, changement de catégorie. Donc, dans tous les cas, ça c'est très important. L'idée, c'est de garder toutes les traces de son parcours, toutes les preuves, c'est pas qu'une question de preuves, c'est une question de mémoriser tout ce que vous avez fait. Et ça, c'est indispensable pour se constituer effectivement un portefeuille de compétences qui facilite la mise en valeur de son histoire professionnelle. Et je dirais que, par exemple, ce qui est travaillé dans les bacs pro pour les élèves, c'est l'opportunité pour eux de commencer effectivement à garder toute l'histoire avec les traces, parce qu'on ne sait pas. C'est des élèves peut-être qui, dans 15 ans, reprendront des études ou passeront un concours, etc. C'est très important pour eux. Voilà, donc moi, j'en ai terminé pour ma présentation. Merci de votre attention et Maud, je te laisse reprendre la main pour des questions éventuelles. Donc, l'idée, c'est la VAPP permet d'accéder à une formation niveau 6 quand on n'a pas le bac? Oui, sans le bac, exactement. Alors là, il n'y a aucun problème. Moi, je connais quelqu'un, je me suis retrouvée en master, enfin, c'est une expérience personnelle, mais j'ai trouvé ça incroyable. Quelqu'un en master qui n'a jamais eu de bac et qui par contre avait obtenu un bac plus 2 parce qu'elle avait obtenu une première VAP dans sa jeune carrière, on va dire. Elle avait réussi à obtenir donc un bac plus 2, niveau 5. Et une dizaine d'années après, elle a réalisé une deuxième VAP pour rentrer en master 2. Et donc, elle a obtenu un master 2. Elle n'a pas le bac. Parce que vous voyez, la VAP, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut même en solliciter plusieurs dans sa vie professionnelle. Alors, l'idée, c'est pas de passer sa vie en formation, mais ça veut dire que en France, on a une chance extraordinaire dans la formation continue tout au long de la vie. C'est que effectivement, c'est un exemple flagrant. Je fais une première VAP, j'obtiens une entrée en formation, j'obtiens un bac plus un niveau 6 par exemple. Et puis, niveau 6, en plus, c'est intéressant. Après, vous pouvez aussi continuer plus tard en niveau 7. Tout à fait. Voilà, comment tu peux regarder, Emmanuel, dans le chat. Effectivement, Aurélia précise, donc c'est niveau 6. Elle parle de diplôme d'État aussi, passer un diplôme d'État de niveau 6 sans le bac. C'est possible avec la VAPP? Ah ben oui, tout à fait. À partir du moment où le diplôme, je dirais le certificateur le permet, il n'y a aucun problème. Mais logiquement, c'est pas le permet, c'est que la VAP, réglementairement, elle est faite pour accéder à l'enseignement supérieur sans avoir le niveau requis. Et en fait, ils prennent pas beaucoup de risques, je dirais, puisque la VAP, contrairement à la VAE, c'est je n'obtiens pas mon diplôme par un dossier. Le dossier permet d'entrer en formation. Donc, je dirais, le risque, entre guillemets, il est moins conséquent pour le jury qu'une VAE, puisque ça vous permet d'entrer en formation. Et puis la formation, faut assumer la formation, le travail, l'investissement et toutes les évaluations qui seront avec. Donc, si vous rentrez dans un master 1, ça veut dire voilà, les partiels, etc., comme n'importe qui. Donc, la VAP, c'est vraiment ça. Ça permet d'entrer en formation sans avoir le niveau requis. Parce qu'on va considérer que votre expérience professionnelle et personnelle est équivalente par exemple, à des jeunes qui sont en formation initiale et qui ont déjà une licence. Voilà, c'est faire fructifier son expérience. Donc, c'est très intéressant. Oui, concernant la VAE, la question n'apparaît pas, mais est-ce que l'accompagnement est indispensable ou pas? Est-ce qu'il est conseillé, indispensable? Alors,
Ouais. Alors c'est la richesse et l'avantage inconvénient avec la VAE. La VAE, c'est un dispositif qui est aussi très intéressant. Le bémol, c'est qu'en VAE, vous vous retrouvez tout seul face à votre dossier. C'est-à-dire quand on va en formation, il y a une émulation de groupe, il y a un élan, il y a une dynamique, il y a des échéances. Enfin voilà, vous êtes porté par cet élan-là. Quand vous êtes en VAE, mais vous êtes tout seul face à votre dossier. Donc le risque de décrochage, il est très fort. Donc l'accompagnement, il sert justement à cadrer les échéances, il sert à impulser une dynamique. Et maintenant, dans les dispositifs de VAE, il y a plus en plus de moments où vous pouvez vous retrouver en collectif. C'est-à-dire que voilà, si vous avez une temporalité proche de d'autres gens, eh bien, l'organisme de formation que vous sollicitez pour cet accompagnement-là, il peut effectivement vous intégrer dans un groupe de 5, de 6, de 8, et vous allez pouvoir avoir des temps d'accompagnement collectif qui sont très intéressants, puisque ça donne cet élan, ça rompt l'isolement, et puis l'accompagnement, même quand il se fait en individuel, voilà, vous avez des échéances, et ça permet, alors je dirais d'être coaché, hein, mais c'est pas... j'aime pas trop ce mot-là pour la VAE parce que c'est vraiment un accompagnement pour que vous puissiez bien identifier les attendus du certificateur et que vous ne soyez pas seul par rapport à ça. Il y a quand même jusqu'à 24 heures, hein, c'est un accompagnement intéressant. Une VAE, c'est souvent 6 mois, voire 1 an. Hein. C'est un gain de temps parce que vous ne partez pas en formation, mais c'est un investissement fort. C'est des dossiers conséquents qui demandent beaucoup de travail. Et donc, voilà. En 6 mois, c'est faisable, mais il faut déjà bien travailler. Souvent, on compte plus proche d'une année pour le VAE. Donc, l'accompagnement, oui, c'est important. Il faut être particulièrement motivé pour se lancer dans une VAE. Exactement, faut être motivé. C'est vrai que faut aimer le travail en toute autonomie et il faut être motivé. Oui, tout à fait. Il faut avoir un projet solide du fait de cette solitude face au dossier, ça c'est sûr. Tout à fait. Est-ce qu'on a une idée pas se lancer là-dedans. Non, vas-y. Non, je disais, faut éviter de se lancer dans une VAE avec précipitation sans savoir mûrir son projet. Est-ce qu'on a une idée du taux justement de perte en cours de route, on va dire, entre des personnes qui, à la base, sont très motivées pour se lancer dans une VAE et qui n'arrivent pas au bout de leur parcours? Ah oui, alors ça, c'est intéressant. Alors là, j'avoue que je ne sais pas. À l'échelle nationale, je ne sais pas. Peut-être que sur le portail de la VAE, il y a des chiffres, j'avoue que je ne sais pas. D'accord. Alors, pour revenir à la REP, donc au niveau du concours, est-ce que tu peux expliquer la différence entre la 2e et la 4e catégorie? Oui. Alors, la 2e et 4e catégorie, alors la différence entre les deux, parce qu'effectivement, dans l'exemple, j'ai évoqué Maxime en 4e catégorie. Alors, la 2e catégorie, c'est l'équivalent d'un cycle long pour les études des élèves. C'est-à-dire que cycle long, on va considérer comme le cycle long, effectivement, le bac général, le bac technologique, le BTS. Ça veut dire que l'enseignant en 2e catégorie, il va plutôt enseigner en seconde générale, première terminale, BTS et puis bac technologique. En 4e catégorie, on parle plutôt de cycle court et ça veut dire que les enseignants sont plutôt positionnés sur les 4-3, les CAPA, y compris sur les secondes générales et technologiques, seconde pro, cycle terminal des cycles pro et puis BTS. Mais il y a des petites nuances effectivement de classes qui sont quand même importantes à identifier pour regarder le concours que vous visez. Parce que, par exemple, parfois, il y a des questions, notamment sur les disciplines générales,
La quatrième, alors je sais pas, je suis enseignante en anglais, la quatrième catégorie est ouverte. Or, moi, je suis plutôt sur bac STAV et enseignement général et BTS. Ah, ouais, mais alors du coup, vos classes ne correspondent pas à la quatrième catégorie. Voilà, donc c'est des petites subtilités qu'il faut reconnaître pour savoir quel concours, si c'est la deuxième ou la quatrième catégorie que vous devez passer. Ça, c'est des éléments importants. Alors, il n'y a plus d'autres questions. Pour le moment, je regarde. Toc, toc, toc. Non, il n'y a pas d'autres questions. Eh bien, écoute, merci Emmanuel pour ces éclairages. Effectivement, ça permet quand même de voir qu'il y a beaucoup de possibilités de progresser tout au long de sa carrière professionnelle. C'est intéressant, comme quoi un diplôme à la base, c'est vraiment un point de départ, mais on peut vraiment progresser tout au long de sa carrière. Donc, merci pour ces informations. Oui. Je regarde quand même s'il n'y a pas d'autres questions. Non, il n'y a pas d'autres questions. Alors moi, je vois une autre question. Ah oui, d'Aurélia, sur l'étude du dossier. Oui. Alors, c'est une question technique. Donc, l'étude du dossier appartient au certificateur, pas au centre de formation dans ce cas. Effectivement, hein, c'est le certificateur, bien sûr, qui reste maître de la validation. Et alors là, ça dépend, parce que le certificateur peut être également l'organisme de formation. Ça dépend à quelle échelle on se situe. Hein. Parfois, les deux sont identiques et parfois, ce n'est pas le cas, effectivement. Mais c'est toujours le certificateur, ça c'est sûr, effectivement, qui reste maître de la validation. Oui, effectivement, c'était une remarque qui faisait suite à la première question d'Aurélia au début. Effectivement, je l'avais pas vu dans le chat. Alors, cette fois-ci, il n'y a plus de questions. Je pense que tu as été parfaitement complète sur le sujet. Merci beaucoup, Emmanuel. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier jeudi du CNEAP de l'année, avant des vacances bien méritées pour toutes et tous. Et on abordera le sujet de la sécurité numérique et de la protection des données au sein des établissements. C'est vrai que c'est un sujet d'importance, donc on verra cela avec deux intervenants. Donc, je vous remercie pour votre présence ce soir. Nous vous adresserons, comme d'habitude, le replay ainsi que le support de présentation, parce que je sais que certains veulent un temps par rapport aux nombreux liens que tu as mis à disposition. Donc, vous disposerez de ce document normalement dès demain avec le replay. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée à toutes et tous. Merci Emmanuel et à bientôt. Au revoir.